La Seconde Guerre mondiale. 70 millions de personnes périrent dans cette lutte, un ouragan gigantesque qui bouleversa le monde entier. Des dizaines de pays réduits en ruines par les ambitions humaines. Un champ de décombres laissé derrière les chenilles des chars. 30 minutes pour comprendre la Seconde Guerre mondiale. Il existe d'innombrables événements marquants dans l'histoire du monde, mais aucun n'a laissé d'empreinte aussi profonde sur l'humanité que la Seconde Guerre mondiale. Cette semaine, afin que chacun puisse la saisir plus clairement, nous allons vous raconter la Seconde Guerre mondiale dans ses grandes lignes. Après la Grande Guerre, les régimes totalitaires et fascistes devinrent de plus en plus populaires en Europe. La crise économique de 1929 engendra une détresse sociale qui plongea le monde dans une atmosphère sombre et pessimiste. Dans un tel contexte, Adolf Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et s'efforça de compenser les lourdes pertes subies par son pays durant la Première Guerre mondiale. Il rétablit l'ordre bouleversé et renforça l'État. Il fixa pour objectif de réunifier sous la domination allemande les minorités allemandes vivant hors des frontières et de coloniser de nouveaux territoires pour y installer la population allemande. L'idée d'un espace vital, le Lebensraum, le poussa vers une politique étrangère agressive. À ses yeux, cette politique était indispensable au redressement de son pays et de son peuple. Hitler ne souhaitait pas provoquer une nouvelle guerre mondiale en relevant son pays. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale étaient encore trop récents dans l'esprit du peuple comme dans celui de l'armée, et personne n'envisageait même l'idée d'un nouveau conflit. Pourtant, Adolf ne recula pas devant des actions susceptibles de provoquer l'indignation internationale. En 1936, il reprit la Rhénanie, zone démilitarisée. Il envoya des troupes dans la guerre civile espagnole. En 1938, il annexa l'Autriche et fit pression sur la Tchécoslovaquie pour obtenir la région des Sudètes. Ces succès faciles et sans effusion de sang rendirent Hitler de plus en plus exigeant. Pendant que l'Allemagne se transformait en un monstre dévorant, tout sur son passage, les Britanniques et les Français, au lieu d'arrêter Hitler, soit fuyaient les problèmes, soit les remettaient à plus tard. Avec la politique dite d'apaisement, ils firent preuve de concession face aux Allemands. Encouragés par ces concessions, les Allemands se préparèrent à aller encore plus loin. En mars 1939, ils annexèrent la Tchécoslovaquie. Au sud, les Italiens, sous la direction du fasciste expansionniste Benito Mussolini, envahirent l'Albanie. Ces deux puissances expansionnistes signèrent en mai le pacte d'Acier et devinrent alliés. Les Britanniques et les Français, choqués par l'annexion de la Tchécoslovaquie, tentèrent alors d'arrêter Hitler, mais il était déjà trop tard. Hitler avait déjà établi tous ses plans pour son nouvel objectif, l'invasion de la Pologne. Le 23 août, l'Allemagne et l'Union soviétique signèrent un pacte de non-agression dans lequel ils se partageaient la Lituanie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Bessarabie. Le 1er septembre 1939, les Allemands commencèrent l'invasion de la Pologne. Quelques jours plus tard, la France et le Royaume-Uni, en tant qu'alliés, déclarèrent la guerre à l'Allemagne nazie et tentèrent d'imposer un blocus maritime à leur ennemi. Pendant ce temps, les Allemands envahissaient la Pologne par l'ouest et les Russes par l'est. Lorsque le mois d'octobre arriva, l'occupation des terres polonaises était achevée. Pour imposer ses conquêtes et contraindre les Britanniques à négocier la paix, l'Allemagne décida d'envahir la France. Mais l'hiver était venu et il fallait attendre un peu. Quant aux Russes, conformément à l'accord signé avec l'Allemagne, ils exercèrent une pression sur les pays scandinaves. La Finlande refusa de céder à cette pression, et en novembre 1939, la guerre d'hiver commença. Les Finlandais résistèrent bien plus longtemps que prévu face à une Union soviétique largement supérieure en nombre. Lorsque la guerre prit fin en mars 1940, l'armée soviétique n'avait conquis qu'une portion de territoire bien inférieure à ce qu'elle avait anticipé. À la suite de cette guerre, l'Union soviétique occupa la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, ainsi que la Bessarabie et la Bucovine en Roumanie. Au printemps 1940, les Alliés tentèrent de bloquer le corridor du fer entre la Suède et l'Allemagne. Hitler lança l'invasion du Danemark et de la Norvège afin de préserver l'afflux du fer. Il occupa rapidement ces deux pays. Cependant, l'objectif principal d'Hitler restait l'invasion de la France.
Le 10 mai 1940, il donna l'ordre nécessaire. L'armée allemande, la Wehrmacht, avança ses chars par la région des Ardennes, contrairement aux prévisions des Alliés. Elle appliqua parfaitement la tactique de la Blitzkrieg, atteignit la Manche et encercla de nombreux soldats ennemis dans la poche de Dunkerque. En raison de désaccords au sein du commandement allemand, ou bien de l'indulgence d'Hitler envers les Britanniques, les soldats pris au piège furent évacués par la mer. Alors que la Wehrmacht poursuivait avec succès son invasion, le 10 juin, l'Italie déclara la guerre à la France et passa à l'offensive. À la mi-mois, les Allemands avaient conquis la majeure partie de la France et, dans les zones non occupées, ils y établirent le gouvernement de Vichy qui leur était soumis. Tandis que les Marines allemandes et britanniques s'affrontaient dans l'océan Atlantique, Hitler envisagea d'attaquer l'île britannique pour contraindre les Anglais à la paix. La Luftwaffe commença, dès le mois de juillet, à bombarder les villes britanniques. Pourtant, la Royal Air Force ne fut pas vaincue. À la fois sous cet effet et face à l'évolution du cours de la guerre, les Allemands annulèrent l'opération Sea Lion, tentative de débarquement sur l'île. En septembre 1940, l'adhésion du Japon aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie donna naissance à l'Axe. L'alliance se renforça avec l'intégration de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Roumanie. Alors qu'Hitler planait comme un nuage sombre au-dessus de la Grande-Bretagne, une opportunité se présenta en Méditerranée pour Mussolini. Les armées italiennes attaquèrent. Le 13 septembre, l'Égypte, détenue par les Britanniques, puis le 28 octobre, la Grèce, qu'ils accusaient d'être alliés aux Anglais. Ces deux offensives furent un échec. Les Grecs opposèrent une résistance inattendue et stoppèrent l'invasion italienne. La situation en Afrique du Nord était encore pire. Les Britanniques repoussèrent l'assaut italien et, jusqu'en février 1941, conquirent toute la région de Cyrénaïque. Les Italiens furent sauvés par un changement de stratégie du gouvernement britannique. Après leur succès en Cyrénaïque, la majorité de leurs troupes fut redéployée en Grèce. Adolf Hitler intervint, voyant que Mussolini avait complètement gâché ses opérations et que les Britanniques, depuis la Grèce, représentaient désormais une menace pour le pétrole roumain. En Libye, il créa le corps d'armée allemand d'Afrique du Nord. Dans les Balkans, il fit entrer la Bulgarie le 1er mars et la Yougoslavie le 25 mars dans l'Alliance de l'Axe. Mais 2 jours plus tard, un événement inattendu se produisit. Le général Dušan Simović organisa un coup d'État en Yougoslavie, prit le pouvoir et annonça son retrait des puissances de l'Axe. Hitler lança alors les préparatifs d'une opération visant l'invasion de la Yougoslavie et de la Grèce. En Afrique, le commandant des forces allemandes, Erwin Rommel, lança une offensive le 31 mars et, en peu de temps, reprit tous les territoires perdus par les Italiens, avançant jusqu'à la frontière égyptienne. Ce succès donna soudain une importance nouvelle à ce front secondaire. Les Allemands pouvaient poursuivre leur avancée et accéder au pétrole du Moyen-Orient par l'Égypte. Voulant l'empêcher, les Britanniques renforcèrent immédiatement le front, ce qui allait intensifier la chaleur des combats en Libye et en Égypte. Le 6 avril, la campagne des Balkans commença. Alors que la deuxième armée allemande entrait dans Belgrade et neutralisait la Yougoslavie le 17 avril, la 12e armée pénétra en Grèce et força le pays à la reddition le 22 avril. Les soldats britanniques se replièrent tant bien que mal sur l'île de Crète. Les Allemands menèrent alors l'une des opérations les plus audacieuses et les plus singulières de la guerre, en lançant le 20 mai un assaut aéroporté sur l'île de Crète. Ils l'occupèrent, malgré de lourdes pertes. Après l'achèvement de la campagne des Balkans, Hitler porta son regard vers l'un de ses objectifs majeurs, la Russie. Pour de nombreuses raisons, Hitler ne faisait pas confiance à l'Union soviétique, à laquelle il en voulait depuis longtemps. Et afin de briser le dernier espoir des Britanniques et les contraindre à signer la paix, il avait décidé d'attaquer bien longtemps auparavant. Bien que la campagne des Balkans ait retardé ce projet, les armées allemandes organisèrent l'opération Barbarossa et commencèrent l'invasion de la Russie le 22 juin 1941. Les autres forces de l'Axe, ainsi que la Finlande, participèrent également à cette opération. Au début, les Allemands atteignirent la plupart de leurs objectifs, progressant sans relâche sur des centaines de kilomètres. Un peu soulagés de voir leurs ennemis concentrer leurs forces à l'est, les Britanniques conclurent une alliance avec les Russes. En assurant leur domination au Moyen-Orient, ils sécurisèrent, au cours du mois d'août, avec les Russes, les ressources pétrolières de l'Iran. Malgré ces mesures, les panzers ne s'arrêtaient jamais,
avançant sur les plaines russes en écrasant tout sur leur passage. Lorsque le mois de septembre arriva, tous les objectifs furent atteints, à l'exception de Leningrad au nord et de Sébastopol au sud. Hitler lança le 30 septembre l'opération Typhon et ordonna l'assaut contre Moscou. Bien que la Wehrmacht ait occupé une vaste zone, elle fut stoppée le 25 novembre, à 30 km seulement de la ville. Les Allemands étaient à bout de force. Leurs ressources humaines diminuaient et leurs besoins en matières premières avaient atteint un niveau critique. Les Russes, malgré tant de défaites et de pertes, avaient stoppé l'ennemi aux portes de leur capitale. Ayant regroupé leurs forces à l'intérieur du pays et bénéficiant du soutien de leurs alliés, ils se préparaient à lancer une contre-offensive. La première initiative offensive des Alliés vint d'Afrique du Nord. Le 18 novembre, les Britanniques lancèrent l'opération Crusader contre les forces de l'Axe et, jusqu'à la fin du mois de décembre, les repoussèrent avec succès. Le 5 décembre, la contre-offensive russe commença aux abords de Moscou. Sous le choc de l'attaque et profitant de l'avantage que leur offrait l'hiver, l'armée rouge repoussa la Wehrmacht de 150 à 300 km. Cependant, au cours des offensives qui se poursuivirent jusqu'en avril 1942, ils ne parvinrent pas à chasser leurs ennemis du territoire soviétique. Les dirigeants soviétiques comprirent, au prix de lourdes pertes, que les Allemands étaient déterminés à s'accrocher aux terres russes. Peu de temps après le début des offensives sur les deux fronts, un événement majeur, qui allait changer le cours de la guerre, se produisit très loin de là. En Extrême-Orient, le Japon menait, depuis les années 1930, une politique expansionniste. Dans ce but, il avait attaqué la Mandchourie et la Chine et convoité certaines colonies des puissances européennes. Autrement dit, il existait déjà une guerre en cours dans le Pacifique. Agissant selon ses intérêts et en tant que membre des puissances de l'Axe, le Japon poursuivit sa politique agressive et se heurta en retour à un embargo pétrolier imposé par les États européens. Il considéra cela comme une véritable déclaration de guerre et, tirant sa force des succès de l'Allemagne, il entreprit d'agir afin d'empêcher, avant tout les États-Unis et d'autres puissances, de freiner son expansion. Pour détruire la flotte américaine qu'il pensait prête à l'attaquer, il lança le 7 décembre 1941 le raid sur Pearl Harbor. Ainsi, les États-Unis, qui n'attendaient que l'occasion d'entrer en guerre, firent leur apparition sur le champ de bataille, et le front du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale s'ouvrit. Le président américain Franklin Roosevelt déclara immédiatement la guerre aux forces de l'Axe, mais son pays demeurait profondément ébranlé à la suite de l'attaque. Les Américains avaient besoin d'un certain temps pour obtenir l'unité de l'opinion publique intérieure et s'engager pleinement dans la guerre. Le Japon, quant à lui, profitant de l'élimination provisoire de son adversaire, passa à l'action avec rapidité. Au cours du mois de décembre, il attaqua les colonies détenues par les puissances alliées et entreprit l'invasion de Hong Kong, des Philippines, de la Malaisie, de Singapour et de la Birmanie. Jusqu'en mai 1942, il conquit la majeure partie de ces territoires. Il alla même jusqu'à bombarder certains navires ennemis ancrés dans des ports australiens. Les succès rapides remportés par les Japonais sur mer ne tardèrent pas à accroître leur confiance en eux. Solidement implantés sur le territoire russe, les Allemands décidèrent en mai 1942 de lancer une nouvelle offensive. Ils avaient stoppé la contre-offensive russe et leurs forces demeuraient intactes. Hitler était désormais convaincu que pour poursuivre la guerre, il était nécessaire de s'emparer du blé et du pétrole du Caucase. Par ailleurs, il nourrissait l'ambition de faire tomber Leningrad. Ainsi, l'offensive du printemps ne viserait pas le centre en direction de Moscou, mais les flancs vers Leningrad et Stalingrad. L'opération appelée Fall Blow, rebaptisée par les forces de l'Axe sous le nom de Situation Bleue, commença au mois de juin. À la fin du mois d'août, la Wehrmacht se tourna vers Stalingrad sur le fleuve Volga et, après avoir sécurisé la péninsule de Crimée, pénétra au cœur du Caucase. Pendant que la bataille de Stalingrad faisait rage, en Afrique du Nord soufflait la tempête Erwin Rommel. Le général, revenu à son point de départ, lança au début de l'année 1942 une nouvelle offensive. Il vainquit les Britanniques à Gazala, prit Tobrouk et, au mois de juin, parvint jusqu'aux abords d'El Alamein. Cette avancée, conjuguée à celle du front de l'Est, représenta le point culminant de la progression des forces de l'Axe. Cherchant à battre les Britanniques, en Égypte pour atteindre le pétrole du Moyen-Orient, l'armée Panzer d'Afrique perdit toute sa
capacité de combat lors de la seconde bataille d'El Alamein. En novembre, Rommel désobéit aux ordres d'Hitler et se retira sur une vaste zone. En effet, les forces alliées, parmi lesquelles figuraient les troupes américaines, avaient lancé le 8 novembre l'opération Torch, débarquant au Maroc et en Algérie. Le nombre de soldats débarqués ne cessait d'augmenter et les unités progressaient vers la Tunisie. Pour ne pas se retrouver prises en tenaille, les forces de l'Axe en Afrique tentaient une retraite d'une rapidité sans précédent. Par la suite, les Allemands envahirent le sud de la France administré par le gouvernement de Vichy, tandis que certains responsables français préférèrent incendier leur propre flotte afin qu'elle ne tombe pas entre les mains allemandes. Pour les Allemands, la situation se détériorait sur tous les fronts. Alors que la défaite était consommée en Afrique du Nord, les Russes préparaient une nouvelle offensive. Après une résistance acharnée à Stalingrad, ils avaient rassemblé au niveau de l'Oural des forces préparées avec soin et lancèrent, le 19 novembre, l'opération Uranus. En l'espace de quelques jours, ils encerclèrent la 6e armée allemande à Stalingrad. Une opération de sauvetage baptisée Tempête d'hiver fut lancée au mois de décembre pour libérer la 6e armée, mais la tentative échoua. Les Russes entreprirent l'opération Petit Saturne afin d'encercler l'armée méridionale ennemie. À la fin du mois de janvier de l'année 1943, les armées allemandes se retirèrent vers l'ouest du fleuve Don, tandis que les soldats encore vivants à Stalingrad se rendirent. La guerre dans le Pacifique était également en train de changer de direction. En 4 mois, le Japon avait atteint l'objectif du grand domaine de coprospérité de l'Asie orientale, mais rien n'était encore terminé. Il leur fallait empêcher le retour des États-Unis dans le Pacifique. D'un côté progressant en Chine, les Japonais entreprirent aussi d'interrompre la liaison entre les États-Unis et l'Australie. Entre les États-Unis et le Japon eut lieu, au mois de mai 1942, la bataille de la mer de Corail. Sur le plan tactique, les Japonais prirent l'avantage. Mais sur le plan stratégique, les Américains remportèrent la victoire et stoppèrent net leur adversaire. Dans un second temps, les Japonais projetèrent de prendre l'île de Midway pour forcer la flotte américaine à livrer bataille et détruire ses porte-avions. C'est dans cette optique qu'eut lieu, au début du mois de juin, la bataille navale de Midway. Ce combat fut un tournant pour le front du Pacifique. La victoire revint aux États-Unis, tandis que les Japonais perdirent une part essentielle de leurs forces aériennes et navales. Ensuite, les Américains attaquèrent les îles Salomon, où se trouvait la 3e ligne principale de défense du Japon. La bataille de Guadalcanal, qui avait commencé au mois d'août, s'acheva en février 1943, et la région passa aux mains des Alliés. Les offensives britanniques en direction de l'Arakan et de la Birmanie, quant à elles, échouèrent. L'année 1943 apporta également la chute de l'Axe. L'armée allemande en Afrique, échappée de l'encerclement, se retira jusqu'à Tunis, encore aux mains de l'Axe, et tenta d'y résister. Les Alliés considérant ce point comme un tremplin pour passer en Europe, l'Axe renforça Tunis autant que possible. Après des mois de combats acharnés, les forces de l'Axe ne purent résister davantage. Elles se retirèrent d'Afrique au mois de mai, ayant perdu plus de 100 000 prisonniers, presque en catastrophe. Ainsi se présenta pour les Alliés l'occasion de pénétrer en Europe. Il était désormais évident que les Alliés prépareraient un débarquement en Europe, mais le lieu restait incertain. Une offensive était envisageable depuis la Manche jusqu'aux côtes de la Grèce. Par ailleurs, les relations se détérioraient entre Italiens et Allemands, les premiers ayant perdu leurs meilleures troupes en Tunisie. Mussolini avait besoin de l'aide allemande pour protéger son pays, mais il craignait en même temps la domination d'Hitler sur l'Italie. Ayant terminé leurs opérations en Afrique, les forces alliées préparaient alors l'opération Husky, visant à débarquer 1,5 million de soldats en Sicile. Au mois de juillet, lorsque les préparatifs furent achevés, le débarquement commença. Alors que les combats se poursuivirent sur l'île, l'opposition italienne renversa Mussolini. Le nouveau gouvernement, fraîchement établi, tenta de s'asseoir à la table des négociations avec les Alliés. En réaction, le dirigeant allemand entreprit de libérer Mussolini de sa captivité. Les soldats américains et britanniques, malgré le renfort des défenses, ennemis du redéploiement de troupes du front de l'Est, réussirent à progresser et prirent totalement le contrôle de l'île au mois d'août. Les Italiens subirent particulièrement de lourdes pertes lors de ces combats en Sicile. Le 3 septembre, les Alliés débarquèrent à l'extrémité de la botte italienne.
5 jours plus tard, lorsque le nouveau gouvernement italien annonça son retrait de la guerre, les nazis déclenchèrent l'opération Axe, s'emparant des positions italiennes stratégiques et désarmant l'armée italienne. Tandis que les soldats américains et britanniques avançaient rapidement, Hitler envisagea, suivant les conseils de ses commandants, de se replier vers les Alpes pour y organiser une ligne de défense. Cependant, la réussite du général Albert Kesselring, qui parvint, au mois d'octobre, à stopper les Alliés au sud de Rome, le fit changer d'avis. Malgré les affrontements sur d'autres fronts, Hitler décida de fortifier la zone et de défendre l'Italie. À partir du mois de novembre, les Alliés lancèrent de multiples attaques contre la ligne de défense italienne, mais sans succès, subissant une profonde déception. La défense allemande en Italie ne serait percée en aucune manière jusqu'au mois de mai 1944. Si vous le souhaitez, revenons maintenant au front de l'Est, là où nous avions laissé l'histoire après Stalingrad. À la suite de la défaite de Stalingrad et des pressions soviétiques, en 1943, le groupe d'armées allemand quitta le Caucase et se replia vers le fleuve Don. Face aux offensives incessantes de l'armée rouge, il était nécessaire pour les armées allemandes de se retirer afin de panser leurs blessures. Durant ce processus, une position aussi importante que Kharkov fut perdue, mais la retraite s'effectua et la ligne de défense allemande se replia sur un front de 1500 km, s'étendant de Leningrad jusqu'au nord de la mer Noire. Erich von Manstein, avec le groupe d'armées du Sud, reprit Kharkov au mois de février, à l'issue de l'une des plus grandes batailles terrestres de l'histoire moderne, et rétablit l'équilibre sur le front. À l'approche du printemps 1943, les deux camps préparaient leurs plans offensifs. Les Allemands n'avaient plus la capacité de lancer une offensive générale sur l'ensemble du front, mais s'ils utilisaient bien leurs forces restantes, ils pouvaient espérer conserver l'initiative. Dans cette optique, ils décidèrent de frapper le saillant de Koursk, où se trouvait plus d'un cinquième de la puissance militaire soviétique. S'ils parvenaient, grâce à l'opération Citadelle, à s'en emparer, une lourde défaite serait infligée à l'armée rouge. Russes et Allemands se préparèrent donc à cette grande bataille, dont il était évident qu'elle aurait lieu à Koursk. Bien que les Allemands ne pussent concentrer totalement leur attention en raison du débarquement, alliés en Sicile et en Italie, ils lancèrent l'offensive au mois de juillet, à Koursk, où se déroula la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'armée rouge infligea à la Wehrmacht une défaite mémorable, et toute l'initiative passa au camp soviétique. En intensifiant et élargissant ses zones d'attaque, l'armée rouge avança rapidement. À la fin du mois de septembre, les Allemands parvinrent à peine à tenir à l'ouest du fleuve Dniepr. Au mois de novembre, ils perdirent même Kiev. Par ailleurs, la défaite de Koursk amena les Allemands à renoncer totalement et définitivement à leur offensive contre Leningrad. L'année 1943 constitua également la troisième phase de la guerre dans le Pacifique. Après leur défaite dans la bataille de Guadalcanal, les Japonais passèrent à la défensive presque partout. Les Américains s'étaient relevés plus rapidement que prévu, tandis que la puissance économique des Japonais était bien moindre comparée à celle du gouvernement de Washington. Acceptant de perdre certaines îles, ils reculèrent un peu plus leur ligne de défense afin de gagner du temps. À la fin de l'année 1943, les dirigeants des puissances alliées avaient défini 3 grandes opérations pour la guerre en Europe. La première consistait à effectuer un débarquement en Normandie, la seconde à mener un débarquement secondaire dans le sud de la France, et la troisième à prendre Rome pour progresser ensuite vers les Alpes. Comme nous l'avons mentionné quelques minutes auparavant, l'opération en Italie tourna au fiasco, et jusqu'au mois de mai 1944, les Alliés ne parvinrent pas à obtenir les résultats escomptés. Bien que Rome fût prise lors de l'offensive du mois de juin, l'avancée ne fut pas à la hauteur des attentes. Les 600 000 soldats présents sur le front n'atteignirent au mieux que la ligne Bologne-Ravenne d'ici la fin de l'année, notamment en raison du repli partiel des Allemands. Le front italien n'apporta pas de grands bénéfices aux Alliés, si ce n'est d'empêcher les Allemands de transférer davantage de troupes vers la France. L'objectif principal des Alliés restait le débarquement en Normandie. Ils se préparaient de toutes leurs forces à percer le mur de l'Atlantique, long de plus de 2000 km. Du côté allemand, qui s'attendait à une attaque, la situation n'était guère favorable. L'incertitude régnait à tous les niveaux, notamment en ce qui concernait les tactiques à adopter
car la chaîne de commandement était devenue un véritable casse-tête. Dans ce contexte, les troupes britanniques et américaines débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944 et, profitant pleinement des erreurs répétées de l'armée allemande, réussirent à s'implanter sur les plages. Selon une œuvre infographique, les Alliés avaient débarqué le premier jour sans 54 564 soldats. Les Allemands, affaiblis par les changements successifs dans le haut commandement et, surtout par la tentative d'assassinat contre Hitler le 20 juin, sombrèrent mentalement. Les Alliés exploitèrent cette situation et lancèrent une offensive depuis leur position consolidée pour pénétrer à l'intérieur de la France. Jusqu'au mois de septembre, au prix de lourdes pertes et tout en laissant parfois échapper de grandes opportunités, ils réussirent à rendre sa liberté à la France. Mais en septembre, face à un ennemi regroupé, leur progression se trouva soudainement stoppée. Lorsque l'hiver 1944 arriva, la situation était telle qu'on la voit sur la carte. Si le front de l'Ouest se calma avec l'hiver, il n'en fut pas de même pour le front de l'Est. Les Allemands étaient devenus extrêmement désavantagés face aux Russes sur le front de l'Est. La Wehrmacht n'était pas seulement inférieure en nombre, mais également insuffisamment équipée en matériel, en chars et en armes par rapport à l'ennemi. Les ressources étaient épuisées et la supériorité aérienne totalement perdue. De plus, la ligne de front était trop vaste pour être maintenue. Les Russes, renforcés par les aides américaines, lancèrent à la fin de l'année 1943 une offensive hivernale depuis le saillant près de Kiev. Ils encerclèrent et anéantirent les unités allemandes qui refusaient de se replier, mirent fin au siège de Leningrad, reprirent l'ouest de l'Ukraine et, au mois de mai, atteignirent les Carpates. Au cours de ce mois, le côté allemand était parvenu à stabiliser légèrement le front, mais ses satellites comme la Finlande ou la Roumanie se montraient très disposés à conclure la paix avec les soviétiques. Après le débarquement allié en Normandie, les Russes lancèrent, à la fin du mois de juin, depuis les marais du Pripet, l'offensive de Biélorussie. Ce fut l'une des attaques soviétiques les plus réussies et la ligne de l'Axe fut rompue. L'armée rouge atteignit les abords de Varsovie à la mi-août. La Roumanie capitula d'abord, puis changea de camp. Ensuite, les Bulgares cédèrent à l'occupation russe et annoncèrent à leur tour qu'ils changeaient de camp. Les Finlandais, pratiquement à la même période, abandonnèrent la lutte. Les Russes ne s'arrêtèrent pas à l'automne. Ils nettoyèrent les pays baltes et atteignirent la Prusse orientale. En franchissant les Carpates, ils descendirent dans la plaine hongroise jusqu'à Budapest et avec les partisans slaves, ils s'emparèrent de Belgrade. Lorsque les forces allemandes en Grèce et en Yougoslavie se retirèrent rapidement, les Balkans du Sud passèrent aux mains des Alliés. Les Russes avaient l'intention de pousser davantage, mais avec l'arrivée de l'hiver, les Allemands, comme sur le front ouest, se reprirent et concentrèrent leurs dernières forces pour une défense acharnée. Les villes allemandes, sous les bombardements des avions alliés, œuvraient désormais pour défendre la patrie elle-même. La guerre du Pacifique, quant à elle, était entrée dans sa 4e phase. La flotte américaine avait conquis, jusqu'au printemps 1944, les îles Gilbert, Marshall et Caroline, obtenant ainsi des gains stratégiques cruciaux dans le sud-ouest Pacifique. Ainsi, le premier maillon du cercle défensif considéré comme vital par les Japonais fut brisé. Accélérant au milieu de l'année, les Américains s'emparèrent des aérodromes stratégiques en Nouvelle-Guinée, puis ils prirent les îles Mariannes, brisant la ligne intérieure de défense japonaise. Les Mariannes étaient cruciales, car elles permettaient de lancer des frappes directes contre les Philippines, la Chine, Formose et le Japon. L'objectif suivant devint les Philippines. Les États-Unis lancèrent une offensive en octobre 1944 pour empêcher les Japonais d'accéder au pétrole des Indes orientales. La campagne des Philippines fut l'une des plus meurtrières de l'histoire aérienne et navale, mais les Américains s'emparèrent des positions clés et se tournèrent ensuite directement vers les îles japonaises. Les Britanniques, avec les Chinois, tentèrent de repousser les Japonais hors de Birmanie. À l'hiver 1944, l'Allemagne semblait s'être ressaisie. Elle s'organisait sérieusement pour une défense acharnée. Hitler décida alors d'attaquer. Selon son principe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Son objectif était de percer les lignes alliées sur le front ouest. Les Alliés, persuadés de leur future victoire, préparèrent déjà leurs propres offensives. Certains commandants plaisantaient même sur l'idée d'être à Berlin pour Noël.
Personne n'imaginait qu'Hitler attaquerait comme il l'avait fait 4 ans plus tôt en France. Pourtant, le 16 décembre 1944, les forces allemandes déferlèrent à travers les Ardennes. Elles eurent l'opportunité d'encercler une partie de l'ennemi. Mais grisés par le succès et sur ordre d'Hitler, ils perdirent l'avantage en recevant l'ordre de marcher sur Paris. Cette erreur coûta à l'Allemagne une grande partie de ses forces défensives. En 1945, malgré des rapports annonçant l'effondrement, Hitler préféra continuer l'offensive. Il voulait conserver ses ambitions à l'ouest et envoyer des renforts à Budapest assiégée. Pendant ce temps, Staline préparait une offensive, depuis la ligne de la Vistule, avec 225 divisions. Même ses propres alliés ne croyant pas que Staline oserait une telle opération. Pourtant, l'offensive commença le 12 janvier. Les corps blindés, après avoir brisé la ligne, se répandirent sur la plaine polonaise. Les Allemands, totalement pris au dépourvu, furent abasourdis. Ils ne purent stopper leurs ennemis qu'à la mi-février grâce au raccourcissement de la ligne de front sur le fleuve Oder. Au printemps 1945, l'Allemagne était exposée aux attaques depuis la France, la Pologne et l'Italie. Hitler concentra la plupart de ses forces sur l'Oder afin de stopper l'armée soviétique qu'il redoutait tant. Il attendait qu'un miracle les sauve. Persuadé qu'une défaite mènerait à l'anéantissement du peuple allemand, il voulait résister coûte que coûte. L'attitude des Alliés, exigeant une capitulation sans condition, contribua aussi à renforcer cette décision. Au début de mars, les forces alliées occidentales attaquèrent le Rhin. À la fin du mois, lorsqu'elles traversèrent le fleuve, il n'y eut plus aucun obstacle en face d'elles. En avril, elles commencèrent une véritable course en direction de Berlin. Voyant la défaite approcher, le peuple allemand préférait que les Américains ou les Britanniques entrent dans Berlin plutôt que les Russes. Le 11 avril, les Alliés s'avancèrent à environ 100 km de la ville. Les Russes lancèrent d'eux aussi leur offensive en mars. Malgré certains succès sur les ailes, ils mirent longtemps à briser la défense sur l'Oder. Le 16 avril, ils intensifièrent leurs attaques et anéantirent la ligne. Animés par la volonté d'arriver à Berlin avant les Américains, ils se ruèrent vers l'ouest. Le 25 avril, ils isolèrent complètement la ville. Le 27 avril, ils firent leur jonction avec les forces alliées sur l'Elbe. À partir de ce moment, de nombreuses unités allemandes se rendirent. Mais Hitler poursuivit la guerre depuis les faubourgs de Berlin. Ayant perdu tout espoir, il se suicida le 30 avril. La guerre en Europe prit officiellement fin le 8 mai après sa mort. L'année 1945 fut aussi la dernière de la guerre du Pacifique. Ayant pris les points stratégiques des Philippines, les Américains décidèrent de frapper directement au cœur du Japon, incapables de tenir sans ravitaillement. Pour cela, les îles Iwo Jima et Okinawa furent considérées comme des tremplins essentiels. Alors que les bombardements sur Tokyo se poursuivaient, l'assaut contre l'île d'Iwo Jima commença à la mi-février. Cependant, l'île résista bien plus que prévu et ne fut prise qu'à la fin du mois de mars. La prochaine cible était Okinawa. La bataille débuta le 1er avril. Lors de cette confrontation décisive, les Américains subirent d'immenses pertes, mais parvinrent à s'emparer des zones stratégiques de l'île, sinon de sa totalité. Au sud-ouest de la Chine, la Birmanie devait également tomber entre les mains des Alliés peu de temps après. Au cours du second semestre, les Américains utilisèrent les îles conquises pour lancer une campagne aérienne implacable. Tokyo, ainsi que la plupart des grandes villes japonaises, furent ravagées sous un déluge de bombes. Au sein de la population japonaise, le désir de paix grandissait chaque jour un peu plus, sans pour autant affaiblir la détermination du pays à se défendre. Malgré les demandes de paix, la fierté et l'espoir empêchaient encore une capitulation sans condition. Les Américains voulaient mettre fin au conflit avant que l'Union soviétique ne se tourne pleinement vers le Pacifique. Un débarquement sur les îles japonaises aurait coûté d'innombrables vies, mais il s'avère qu'ils devaient conclure la guerre. Ainsi, pour hâter la reddition japonaise, une bombe atomique fut larguée sur Hiroshima le 6 août. 3 jours plus tard, une seconde frappa Nagasaki. Les explosions firent des dizaines de milliers de morts. Comme leurs effets réels n'étaient pas encore compris, les bombardements n'accélérèrent pas immédiatement la capitulation, mais l'entrée en guerre de l'Union soviétique plongea le Japon dans le désespoir total. L'empereur du Japon annonça sa reddition le 14 août, et le 2 septembre, la signature officielle des documents la rendit définitive. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale prit fin le 2 septembre 1945, exactement 6 ans et 1 jour après son déclenchement.